Bonjour et bienvenue dans les 4V. Bonjour. Jean-François Copé. On sent bien que ça va être le sujet des semaines et des mois qui viennent. C'est comment contenir à la fois nos consommations et nos factures énergétiques. Le gouvernement a décidé de prolonger le bouclier en 2023, de limiter la hausse des prix de gaz et d'électricité à 15%, d'accorder un chèque énergie pour 12 millions de foyers. Il réfléchit à une aide pour ceux qui se chauffent au fioul. Est-ce que vous êtes rassuré par toutes ces mesures, Jean-François Copé? Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement a pris la mesure des problèmes? C'est-à-dire, le gouvernement, en fait, il n'a pas le choix. Et ce qu'il fait là, c'est ce que n'importe quel gouvernement responsable ferait dans cette période. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à partir du moment où on a commis cette folie, le moment de l'élection de M. Hollande, d'annoncer qu'on allait progressivement tuer la filière d'excellence qui préservait l'indépendance énergétique de la France, à savoir le nucléaire, et que M. Macron... C'est la part de nucléaire C'est d'annoncer la fermeture progressive de nos réacteurs. Bon. Et que M. Macron, en 2018, l'a confirmé de manière assurée, on a clairement annoncé à des milliers d'ingénieurs, d'ouvriers, de gens qui incarnent cette excellence, là, qu'on n'avait plus besoin d'eux et qu'ils n'auraient plus d'avenir. Sauf qu'Emmanuel Macron, il dit, c'est pas de ma faute. Il dit aujourd'hui, c'est Jean-Daniel Lévy, le patron d'EDF, qui n'a pas su gérer et entretenir nos réacteurs. On a 26 réacteurs à l'arrêt sur 56. Il est quoi, Jean-Daniel Lévy ? Il est coupable, il est responsable, il est bouc émissaire, il est quoi ? Et moi, je vais vous dire une chose. Il y a un moment où, quand on est politique, l'un des éléments du courage, c'est de reconnaître quand on a fait une erreur. Bon. Moi, ce que je crois, c'est que M. Macron, plutôt que d'aller chercher tel ou tel responsable ailleurs, je rappelle que l'État est actionnaire d'EDF, devrait simplement rappeler que sur ce sujet, il faut d'urgence changer absolument d'orientation et revenir sur ce qui fait l'indépendance énergétique de la France. C'est ce qu'il a fait, puisqu'il a dit qu'il y aurait 6 mini-EPR. Écoutez, il l'a fait exactement 8 ou 12 semaines avant l'élection présidentielle cette année. Tant mieux, et cette fois, essayons de retenir de cette leçon que lorsqu'un homme politique ou une femme politique se fait élire sur un effet de mode, sur une idéologie, ça fait un joli journal de 20 heures, mais ça fait ensuite 20, 30, 40 années de catastrophe. On l'avait vu autrefois pour les 35 heures, pour la retraite à 60 ans, on le paye très cher sur le nucléaire. C'est l'opinion qui gouverne trop ? Non, c'est les responsables politiques. L'opinion sur le nucléaire, elle change beaucoup d'avis. Aujourd'hui, 75% évidemment disent on est pour, mais on posait la question il y a 6 mois ou il y a un an, c'était pas la même histoire. C'est le rôle des responsables politiques de partager avec les Français son rôle d'anticipation des grandes évolutions du monde. Et ce qui est arrivé avec l'Ukraine nous a renvoyé chacun à nos propres fragilités. Ça nous a rappelé une chose, c'est que nous devons travailler à l'indépendance européenne en matière énergétique, en matière alimentaire, en matière sanitaire et en matière industrielle. Et c'est sur ces sujets-là que devrait, à mon point de vue, s'orienter le quinquennat qui vient. Il y a quand même un énorme problème de déchets avec le nucléaire. Là, c'est pas le moment d'en parler, on va dire, parce qu'on veut juste avoir de la lumière quand on allume ou du chauffage quand on pousse le radiateur. Mais le problème des déchets, la gestion des déchets du nucléaire, c'est un cadeau empoisonné qu'on va laisser à nos enfants et nos petits-enfants. Mais Thomas Soto, bien sûr que c'est le moment d'en parler. Ouais. Et c'est parce qu'on n'en a pas parlé pendant trop longtemps qu'on a créé des fantasmes qui ont permis à des mouvements extrémistes de raconter n'importe quoi. Il faut faire confiance au génie européen pour trouver des solutions dans la durée. Il faut investir massivement dans la recherche sur ces sujets pour justement préserver la planète dans les 300-400 ans qui viennent, puisque vous savez que ces déchets ont une durée de vie qui malheureusement ne va pas au-delà de 300-400 ans. Donc c'est là-dessus qu'il faut intervenir, et c'est pour ça que cette mobilisation, elle doit être de chaque instant pour le court, moyen et long terme, plutôt que de stresser tout le monde avec des phénomènes sur lesquels on devrait apporter des réponses plutôt que simplement des inquiétudes. Appel à la mobilisation générale pour le nucléaire, Jean-François Copé. Autre sujet de crispation, la réforme des retraites. Déjà, est-ce que le pays en a vraiment besoin de cette réforme ? Mais ceux qui disent que le pays n'en a pas besoin sont irresponsables. J'ai envie de vous dire, c'est un peu la même logique que ce qu'on a évoqué tout à l'heure pour le nucléaire. Pourquoi on en a besoin ? Tout simplement pour les générations futures. Et tout le monde le sait. Cette réforme, il faut la faire. Il y a une augmentation de l'espérance de vie. Quitte à la faire en force ou pas ? Mais cette idée de force ou de pas force est grotesque. Elle est en réalité caricaturale. Elle rappelle à chacun les hésitations de l'exécutif aujourd'hui. Quel est notre problème ? Est-ce qu'il y a nécessité de faire cette réforme ou pas ? Oui, bien sûr, pour les générations futures, parce que l'espérance de vie augmente. Et donc, il n'y a pas d'autre solution que d'augmenter progressivement, modérément, la durée de vie au travail, tout en tenant compte... 65 ans, vous dites qu'il faut y aller. Écoutez, moi je regarde ce qui se passe en Europe, je vois bien que tous les autres pays sont au-dessus de la France, donc on peut imaginer de monter progressivement l'âge de la retraite sans aller non plus à faire n'importe quoi. Il ne s'agit pas de parler de 67 ou de 68 ans. 65, c'est ça. Nous sommes à 62, nous pouvons monter à 63, 64, sans que cela soit un tabou absolu. Mais
Qu'est-ce que je vois derrière tout ça? Un début de quinquennat très inquiétant parce qu'il n'y a pas de cap. Parce qu'on a des dirigeants au niveau de l'exécutif qui sont en réalité assez fatigués par le quinquennat qui vient de se On a des dérouler. Français qui sont fatigués. Vous n'avez pas peur que ça crispe le pays aussi? Mais les Français, ce qui les inquiète le plus, c'est de voir un pays qui n'est pas dirigé avec un cap clair, qui leur permet de savoir où on va. Il faut arrêter de penser que les Français, c'est juste des gens qui vont dans la rue. C'est pas vrai. Vous avez des millions de gens, moi je le vois bien comme maire de Meaux, qui demandent simplement qu'on leur dise pourquoi on le fait, où on va, quel est l'objectif et quelles sont les décisions à prendre. Et arrêter de le présenter simplement comme des efforts et des sacrifices, mais aussi comme des chances et des opportunités. Ça veut dire que cette réforme des retraites, selon vous, votre parti, les Républicains, devrait la voter? D'abord, on verra quelle sera cette réforme, parce que comme vous l'avez compris, au sein même de cette majorité, M. Bayrou a expliqué qu'il fallait vraiment pas se presser, Mme Borne a passé l'été à dire que c'était vraiment pas une nécessité, et M. Macron a lui-même à peu près fait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, puisqu'on était à 65, après on est descendu à 64, là maintenant on ne sait plus, tout ça. Il veut que ça entre en vigueur pour l'été 2023. Oui, écoutez, très bien, mais moi je voudrais simplement savoir qui est le chef dans l'affaire, parce qu'il y a un moment où c'est bien qu'on sache exactement. Il doit parler, Emmanuel Macron, il doit parler au pays. En tout cas, je pense qu'il doit surtout agir. Ouais. Vous savez, on a un président qui, pour le coup, parle quand même souvent. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est qu'on ait un calendrier et une décision. Mais ils sont tellement obnubilés dans ce gouvernement par l'extrême gauche qu'en réalité, ils ont peur de tout. Et c'est ça qui est inquiétant plus que tout le reste. L'extrême gauche qui a en partie le pouvoir de bloquer le vote du budget 2023. Vous avez été ministre du budget, Jean-François Copé. Un budget qui serait adopté au 49-3, c'est-à-dire sans vote de l'Assemblée. Est-ce que ce serait un budget légitime ? Bien sûr. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je rappelle qu'il y a une constitution et que le général de Gaulle, dans sa sagesse, a prévu qu'on évite les blocages parlementaires qu'on avait connus dans les républiques précédentes. Bon, donc quand on n'a pas de majorité absolue et qu'on n'a pas voulu la faire en proposant une recomposition comme il aurait dû le faire, M. Macron, eh ben, on est obligé de faire le 49-3. Voilà. Donc il n'a pas d'autre choix que de faire le 49-3. On ne va pas bloquer le pays une nouvelle fois en n'ayant pas de budget. Vous, ça ne vous choquerait pas, le 49-3? Mais c'est pas que ça me choquerait pas, c'est que je suis obligé de constater, comme tout le monde, qu'il n'y a pas des tonnes de possibilités. Bon, donc en réalité, quand on n'a pas de majorité, sinon il y a la dissolution pour un chef de l'État. Ouais, enfin, l'élection vient d'avoir lieu il y a 4 mois. Ouais. Donc si on doit dissoudre dès maintenant, ça promet pour la suite. La réalité des choses, c'est que de toute façon, ce quinquennat, il est mal parti à cause de tous ces éléments. Absence de majorité absolue, incapacité pour le président de la République aujourd'hui de dire aux Français qu'est-ce qu'on va faire de ce quinquennat, tout en expliquant on va faire beaucoup de réformes. Ok, lesquelles? Tu vois, déjà sur les retraites, vous ne bougez pas, donc c'est quand même un peu inquiétant. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Et c'est ça qui inquiète les Français. On va rester à l'Assemblée pour parler d'Adrien Quatennens, donc, qui a reconnu avoir giflé sa femme avec qui il est en instance de divorce, affaire dont s'est auto-saisi le parquet de Lille. Est-ce qu'il peut rester député aujourd'hui? Est-ce qu'il peut continuer à siéger dans cet hémicycle comme si de rien n'était, Jean-François Copé? Moi, je suis vraiment très, très mal à l'aise dans cette affaire, parce que je vois l'extrême gauche, la manière dont elle se comporte. Elle est d'une exigence totalitaire effrayante, haineuse lorsqu'il s'agit de parler de ceux qui ne sont pas de leur bord. Et d'une indulgence réparatrice de chaque instant quand il s'agit des leurs. On l'a vu avec M. Coquerel, on le voit avec M. Quatennens. Ils ont toujours les mots pour dire non, mais là, c'est du retrait. Les autres, c'est. Mélenchon a salué la dignité et le courage d'Adrien Quatennens. Voilà. Donc, quand il s'agit de ceux qui ne sont pas d'extrême gauche, là, la potence leur est garantie. On l'a vu pour des épisodes intervenus avec des ministres. Quand c'est pour eux, on salue leur courage, on leur demande de se mettre gentiment en retrait, ça n'a rien à voir. De la même manière, là, on parle des violences faites aux femmes, mais c'est vrai aussi de dérives antisémites ou antisionistes à l'extrême gauche. Quand M. Caron dit dans un tweet BFM TV, chaîne française de propagande israélienne du milliardaire israélien Drahi, alors il a enlevé le tweet après, enfin il a tweeté ça, dans une impunité intellectuelle totale, personne ne dit rien. Alors je crois qu'il y a un moment où il faut quand même que chacun comprenne que notre rôle en tant que républicain, c'est de faire ouvrir les yeux à des millions de Français qui ont fait confiance à des gens qui sont extrêmement dangereux. Je reviens à Adrien Quatennens, que vous ne m'avez pas répondu. Est-ce qu'il peut rester à l'Assemblée aujourd'hui? Encore une fois, je vais vous dire une chose. Le vrai sujet, c'est à partir de quel moment on considère qu'on doit ou non continuer d'exercer ses fonctions. Quand M. Quatennens, comme tout son parti, est dans une violence comme celle qu'il choisit, un extrémisme de chaque instant pour les autres, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il faudrait bien qu'il se l'applique à lui-même. Alors, est-ce que c'est une démission de son parti, de son mandat? C'est à lui de voir, c'est à eux de voir. Mais puis maintenant, la justice est saisie, donc ça fera partie des choses. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas d'un côté prétendre vouloir abolir les privilèges quand c'est pour les autres, et puis quand c'est pour soi-même, dire non, mais là, c'est différent.
Voilà. Et c'est Deux ça le questions sujet. Et lorsque, rapidement, pour finir, lorsque M. Macron dit « ma préoccupation, c'est l'extrême droite », il a raison, mais j'aimerais qu'il soit aussi zélé pour dire que sa préoccupation, ça devrait être l'extrême gauche. 2 questions rapidement. Dans quelques semaines, votre parti LR va se choisir un nouveau président. Entre Bruno Retailleau, Éric Ciotti et sa droite décomplexée et Audrey Pradier, vous voterez pour qui, Jean-François Copé? Bon, écoutez, moi, je ne sais pas encore. On va déjà voir qui est qualifié, qui n'est pas. Mais la seule chose que je puisse vous dire, c'est que la ligne, aujourd'hui, de choix pour les militants LR va être aussi par rapport à l'extrême droite. Parce que l'un des grands... Ils n'ont pas le même profil. Ciotti, il est plus ouvert à l'extrême droite. Retailleau est complètement étanche. Vous avez tout à fait rappelé les choses. Donc aujourd'hui, l'enjeu, il sera là. Pour moi, la ligne de fracture, elle est très claire. Ouais. J'ai inventé même le concept de droite décomplexée pour dire on est étanche avec l'extrême droite, mais en revanche, on dit ce qu'on a à dire sur la réalité de la France, y compris sur les sujets sensibles de l'islamisme radical, de l'immigration, des comptes publics, etc. Notre sujet aujourd'hui, le débat qui va avoir lieu, qui n'a pas encore commencé, il va être là. Il va être de savoir qui, parmi les candidats, conserve cette étanchéité ou qui, au contraire, ne le fait pas. Ce qui n'empêche pas que la droite doit se refaire de fond en comble, sur le plan idéologique, sur le plan des hommes, des femmes, des idées. On doit tout reconstruire, mais pas en tombant dans des complaisances que l'Italie, la Suède sont en train de connaître et qui aura des conséquences catastrophiques sur la vision démocratique de l'Europe. L'Italie où Giorgia Meloni est aux portes du pouvoir, candidate d'extrême droite. Emmanuel Macron s'inquiète souvent de voir l'extrême droite jamais lui succéder en droite. 2027. Vous partagez cette inquiétude de voir le Rassemblement national au pouvoir? C'est quelque chose qui, désormais, ne peut pas être écarté. Et encore une fois, ça n'a jamais profité aux droites de gouvernement de faire d'alliance avec l'extrême droite. Au contraire, ça leur a fait courir à leur perte. Merci beaucoup, Jean-François Copé. Merci. Merci.